Bienvenue dans J'envoie. Je suis Florence Hugui, podcasteuse très en herbe et fondatrice de Filigrane, une société dédiée à la formation et l'accompagnement des adultes ainsi qu'à l'écriture de récits de vie. Aujourd'hui, la contrainte narrative qui nous était proposée est d'avoir un entretien avec une personne. Et moi, j'ai choisi Amandine. Amandine s'appelle Amandine Donzé. Elle est hypnothérapeute à Genève. Et ce qui nous lie, à part notre amour naissant pour le podcast, bien entendu, c'est l'amour tout court. Car Amandine est coach en intelligence amoureuse, tout comme moi. Ensemble, nous avons eu une conversation à bâton rompu sur les relations amoureuses et toute une foule d'autres choses que je vous laisse découvrir. Bonjour Amandine, Bonjour Florence. je suis contente de te voir ici et de discuter avec toi, donc merci d'avoir accepté ma proposition. J'ai pensé à faire cet entretien avec toi, d'abord parce que tu fais J'envoie aussi et que tu es dans le même défi que moi, mais aussi parce que nous ne sommes pas rencontrés dans le cadre de J'envoie, nous nous sommes rencontrés dans le cadre de notre formation en intelligence émotionnelle et amoureuse. C'est là Effectivement. que nous avons eu l'occasion de nous parler pour la première fois et que ça m'intéressait, et c'est ce que je t'ai proposé, que nous ayons une conversation finalement autour de cette matière-là, en fait. Mmh. Et peut-être pour commencer, j'avais envie de te demander, comment ça se fait que toi, tu as choisi de te former en intelligence émotionnelle et amoureuse? Parce que tu débarques pas complètement, tu as un cabinet d'hypnose à Genève, Mmh. donc tu es déjà installée, tu as déjà une clientèle et des patients avec qui tu travailles. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette matière de l'intelligence émotionnelle et amoureuse? C'est une longue histoire, Ouais, j'imagine. mais je vais pas la faire trop longue. Mais je dirais que pour moi, l'amour, c'est le sujet de ma vie déjà. Je vais partir par là. C'est-à-dire que, depuis très longtemps, j'ai beaucoup lu sur le sujet, je me suis beaucoup intéressée à ça, donc pour ma vie personnelle. Et il se trouve que quand j'ai commencé à accompagner des gens en cabinet, je me suis assez vite rendu compte heu, que les gens qui venaient me voir pour des problématiques de relations amoureuses, c'était là que ça vibrait le plus chez moi et que j'avais très envie de les accompagner. Je pense notamment à une des premières clientes que j'ai aidée là-dessus et c'est vrai que ça m'a énormément touchée. Comment dire? Ça faisait déjà quelques années que c'était en réflexion Mmh. et que l'année dernière, ça a été, on va dire, le passage à l'action. Ouais, d'accord. Et toi? Enfin, Oui, ben, pour moi, en fait, c'était, alors moi, je travaille, j'ai une formation de coach et je travaille avec plusieurs méthodes, mais déjà dans ma propre vie, l'amour joue un rôle important. Et puis, j'ai été amenée au cours des années à m'interroger beaucoup sur le rôle des hommes et des femmes dans la société en général, ou les questions de genre, les questions d'égalité m'ont beaucoup occupée. Et puis, je me suis éloignée de ces questions pendant plusieurs années, par choix, hein, avec la volonté d'aller un peu me ressourcer dans d'autres matières. Et puis, j'ai eu envie d'y revenir autour du couple, parce que il me semble que c'est quand même un terrain de jeu et un terrain d'observation absolument fabuleux. Dans ma propre vie, je le constate. Et puis c'est universel surtout parce que, ben, tu le vois comme moi, hein, quand on parle de ça avec les gens, ben, tout le monde a des choses à dire parce on a tous et toutes vécu des choses plus ou moins positives, plus ou moins constructives, autour de l'amour, et que c'est un sujet, absolument magnifique, et vraiment magnifique. on est de toute façon, tous, concernés dans la mesure où Ouais. on a tous besoin d'aimer et d'être aimés, je pense. Bah, Ça je fait crois que ça, partie. c'est vraiment important, puis c'est d'autant plus important de le dire qu'on a besoin d'être aimé ou d'aimer, qu'on est dans une période où il y a beaucoup d'idéologies. Excuse-moi, j'ai un problème de chat dans la gorge. Je trouve qu'on est dans une période où il y a beaucoup d'idéologies et qu'on est vite confronté à des manières de voir très intellectualisées Mmh. et qui sont importantes à prendre en compte aussi sur ces questions, mais qui, qui font des fois un peu abstraction du fait que, bah, l'amour fait partie des êtres, vivants, les êtres humains, quoi. Ouais, carrément. Alors toi, tu parles volontiers de love coaching. Mmh. Ce qui est une appellation qui est pas celle que je choisirais, mais je suis pas sûre que c'est celle-là avec laquelle tu as envie de te profiler professionnellement. Comment tu vois, comment on fait pour, se trouver un nom qui finalement correspond à ce qu'on a envie de montrer de soi, ou qu'est-ce qu'on a envie d'apporter aux gens? Mmh.
Alors, c'est vrai que parfois j'utilise le terme love coaching, peut-être parce que j'ai envie de dire, c'est celui que je me dis qui va le plus parler aux gens, hem, parce que c'est quelque chose qu'on a déjà entendu. Mais il se trouve que celui qui, moi, me convient le mieux, c'est coach en intelligence amoureuse. Mmh. Et pourquoi? Parce que je pense qu'en fait, il s'agit vraiment de ça. Je pense qu'on nous a pas appris, en fait, à aimer quand on était Mmh. enfant. Mmh. Alors on l'a plutôt appris par l'expérience, par l'éducation, par, ce qu'on a vécu dans tout ça. Mais concrètement, on nous a pas vraiment appris ce que c'est que l'amour et puis, bah, comment on aime. Et je pense que, je pense que c'est un art quelque part aussi d'aimer. Et que oui, ça représente aussi une forme d'intelligence dans ce sens-là, dans le sens d'apprendre à. Mmh. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça me fait penser, tu sais, aux questions de la parentalité, hein. En fait, où on n'apprend jamais à personne à être parent, puis on pense que c'est inné et puis on se rend compte que c'est quand même assez loin d'être le cas, sinon les cabinets de psy seraient pas si pleins. Alors ça m'amène à un autre point, c'est qu'on entend aussi beaucoup des gens qui réagissent, à ce genre de propositions-là. Au fond, il y a plein de choses qui se disent sur le coaching amoureux et notamment le fait que c'est pas nécessaire. Les gens que je reçois, alors d'ailleurs autant que ce soit en coaching amoureux ou que ce soit sous l'angle plus thérapie, du coup, ce que je fais avec l'hypnose et mes autres outils, je me rends compte que, bah, encore une fois, ça, c'est pas de l'inné du tout. Le thème de l'amour, de comment aimer, de comment être en couple ou de comment être couple, j'ai envie de dire. Et puis, j'ai envie de rajouter qu'il y a quelque chose de plus qui vient là-dessus, c'est que dans les blessures qu'on a engendrées dans l'éducation, par exemple, ce que j'appelle les blessures d'amour, entre guillemets, euh, qui peuvent être des ressentis de l'ordre de je suis pas assez bien pour être aimé ou Mmh. je suis pas à la hauteur ou etc. etc. Mmh. Il y a aussi besoin de se libérer de choses. Ça veut dire qu'en fait, on a engendré des croyances et que ces croyances, elles sont limitantes et que je pense que parfois, elles nous empêchent d'aimer ou elles nous empêchent comment dire, Ouais, de pouvoir construire des couples un peu, qui tiennent debout quoi, serein finalement, ou mais qui sont voilà, aussi égalitaires ou qui permettent un échange, exactement, qui ouais. permettent une construction de soi aussi. Ouais. Alors, je sais pas si je réponds à ta question, mais effectivement, je pense que c'est Ouais. à la fois pas très inné, enfin, peut-être que c'est inné avant toutes les Mmh. blessures qu'on a engendrées, mais Ouais. je pense qu'on en a tous engendré d'une manière ou d'une autre, en fait. Ouais, au fond, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que ce que je partage d'ailleurs, c'est que nos blessures, toi tu appelles ça peut-être des blessures d'amour, moi je parlerais de blessures initiales, mais on Mhm. parle au fond de la même chose. C'est Exactement. ces casseroles avec lesquelles on avance dans la vie, hein, et Mm. qui sont plus ou moins difficiles à à négocier et à vivre avec. Toutes ces blessures, ben, quand on les met déjà quand on rencontre quelqu'un, tu seras d'accord avec moi de dire que c'est jamais tellement un hasard et qu'en général, quand on rencontre une personne, c'est qu'il y a bien quelque chose qui va se tricoter avec notre histoire Mhm. et qui est pas du tout ce qu'on voit en surface, hein, mais ça se joue plutôt, au fond dans des éléments qu'on va pas partager forcément le premier jour. À voir si on a raison d'ailleurs, mais et en fait, c'est d'autant plus important de travailler là-dessus, mais c'est pas pour autant qu'il s'agit d'être parfait et d'avoir tout réglé avant de rencontrer quelqu'un, hein. Carrément pas, et Mmh mh. surtout pas. Moi, d'ailleurs, ça me met assez en colère ce truc-là. Genre, aime-toi toi-même avant de rencontrer quelqu'un. Mmh. C'est une de Aime-toi ces toi. injonctions qu'il faut démonter? Pour moi, carrément, oui. Mmh. Je trouve que bah, justement, je trouve que c'est la double peine, en fait. Mmh. On a engendré des blessures, alors peu importe comment on les appelle. Peut-être que ça a mis des grains de sable dans le rouage de l'amour. Et alors, à ce titre-là, on devrait s'empêcher d'être aimé et puis de se donner la possibilité aussi de les réparer. Parce que moi, je Mmh. crois que dans l'amour, on répare justement bah, les blessures d'amour qu'on a engendrées, quoi, Mmh. Et clairement. c'est même un terrain de jeu absolument passionnant de pouvoir réparer nos propres blessures ensemble dans un couple qui irait de l'avant ensemble, hein. Ah, mais C'est ça aujourd'hui, pour l'idée. moi, c'est l'aventure avec un grand A de la vie, quoi, Ouais, à c'est mon ça. avis. Mmh.
Ouais, tout à fait. C'est l'aventure avec un grand A. Je suis d'accord avec toi. Puis en même temps, il y a beaucoup, je parlais tout au début de cette discussion de toutes ces théories qui remettent en question le couple, qui remettent en question l'amour. Pas l'amour forcément, mais le couple ou la forme des couples qui existent aujourd'hui, et notamment la forme des couples hétérosexuels qui sont quand même très, très, très critiqués, très remis en question. Alors, qu'est-ce que tu penses, toi, de l'amour romantique? Est-ce que l'amour romantique, c'est un idéal ou c'est un idéal à déconstruire? Ou qu'est-ce qu'on fait avec l'amour romantique? Parce que dans ces milieux-là, on dit beaucoup, l'amour romantique, il est construit sur le patriarcat, il est construit sur le capitalisme, et donc il s'agit de déboulonner tout ça pour faire différemment. C'est une grande question. Ouais, La première chose que j'ai envie de dire hyper spontanément, c'est que moi, je suis une grande romantique, il faut le savoir. Alors, aujourd'hui, je suis une grande romantique qui sait garder les pieds sur terre et je pense que ça me permet de mieux vivre ma vie amoureuse parce qu'avant, j'avais sans doute que le côté romantique et que ça m'a beaucoup porté préjudice aussi. Pour moi, ça va avec la magie de l'amour et c'est quelque chose que j'ai envie de défendre et c'est quelque chose qu'à titre personnel, j'ai envie de garder. Maintenant, je pense que c'est pas suffisant, l'amour romantique. Et après, on va recouper un peu ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait qu'il y avait des choses à apprendre, une forme d'intelligence amoureuse, etc. Avant, je pense que j'étais exclusivement romantique et quand j'ai commencé à comprendre que peut-être c'était un peu excessif, j'avais l'impression que j'allais devoir faire un deuil gigantesque de quelque chose. Et aujourd'hui, ma position par rapport à ça, c'est que les deux peuvent cohabiter. C'est-à-dire l'amour romantique et puis l'amour, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, du coup, plus terre à terre ou plus... Tu vois ce que je veux dire? ouais, un amour peut-être plus déconstruit. On a toutes les deux lancé des projets différents, hein, après notre formation. Et dans celui que j'ai lancé moi, cette question, elle revient beaucoup de savoir, mais au fond, d'accord, on sait déconstruire maintenant, mais qu'est-ce qu'on reconstruit et quel modèle de couple on reconstruit aujourd'hui par rapport à ce qu'il a existé dans les années, dans les dernières décennies, hein. Et en fait, ce qu'on voit, par exemple, hein, et ça tu le sais comme moi, c'est qu'on avait un modèle de couple qui existait dans les années 50, 60, 70, peut-être même 80. Et puis ce modèle, il a été déboulonné. En tout cas, c'est ce qu'officiellement le récit collectif nous raconte. Mais la production culturelle, elle continue de véhiculer des messages extrêmement patriarcaux du point de vue du couple. Et qu'au fond, on est dans un énorme, gigantesque magma de possibles et d'applications concrètes de toutes sortes de façons de vivre le couple aujourd'hui, le trouble même parfois, Oui. ou le fait de vivre ensemble, de ne pas vivre sous le même toit, de vivre, de choisir des couples hétéros, mais aussi des couples homosexuels ou d'autres formes de relations amoureuses. Donc tout ça a complètement explosé dans une planète. Ça part vraiment, enfin, il y a toutes sortes de modèles qui peuvent exister aujourd'hui. Puis au fond, autour de tout ça, peut-être que c'est là aussi l'utilité de ce métier. Ouais, je suis assez d'accord. J'aime beaucoup l'approche que tu viens d'amener là. J'avais envie de rajouter que oui, même si le patriarcat, ça existe plus sous sa forme, etc., je pense qu'on est encore beaucoup, Non, non, il existe je dis encore. on, mais en tout cas, pas mal de gens sont quand même encore beaucoup influencés à un niveau inconscient. C'est-à-dire que même si tu leur en parles, ils vont te dire non, 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 moi pas du Bien tout. sûr. Et en fait, en réalité, il y a encore un impact très inconscient. Et puis, il y a aussi le cadre dans lequel on a grandi. Et moi, j'ai des parents qui sont plus, enfin voilà, à l'époque où je suis enfant, qui sont plus tout à fait dans le patriarcat, mais qui ont quand même encore des teintes de ça. Donc, forcément, même si on a envie de sortir de ça, je pense Alors, qu'on est quand même influencé, ouais, bien sûr, et qu'on est encore dans une société encore très patriarcale malgré tout. quand même. Malgré ce discours officiel qui dit que le patriarcat n'existe plus, on sait qu'il existe encore beaucoup. Moi, j'ai grandi dans une famille qui était très, très marquée par ce modèle-là. Aujourd'hui, il y a des couples jeunes qui continuent de reproduire ce genre de schéma. Et tout le monde n'est pas du tout sorti de cette vision-là, mais il y a une espèce de discours officiel qui dit que c'est le cas. Mais Ouais. justement, par rapport à ça, toi, tu as lancé un podcast et tu as appelé ton podcast L'amour n'est pas un conte de fées. Mhm. Ouais. Alors, est-ce que tu peux peut-être raconter un peu l'histoire de ce podcast et quel est le projet que tu poursuis avec ce titre et avec ce podcast? Alors, pour recouper avec ce que je disais un petit peu tout à l'heure,
À titre personnel, je pense que quelque part, j'ai beaucoup souffert un peu d'avoir cru au conte de fées. En 2 mots, on va dire que, l'expérience que j'ai vécue avec, mes parents quand j'étais adolescente, m'a fait décider que l'amour, c'était pas, tous les conflits et tous les déchirements auxquels j'assistais et je pense qu'en réaction de ça, j'ai décidé que moi, j'allais faire de ma vie, enfin de ma vie amoureuse, un conte de fées. Je me le suis pas formulé comme ça, bien sûr, à l'époque, mais ça m'a poursuivie pendant pas mal d'années et en gros, je cherchais la relation parfaite et je cherchais, heu, le prince charmant, qui allait passer toute sa vie avec moi et inversement et ça voilà, je pense que ça a beaucoup porté préjudice à ma vie amoureuse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mon podcast, il s'appelle comme ça. Encore une fois, j'ai pas envie d'enlever le côté magie ou romantisme parce que, bah, pour moi, ça reste essentiel et ça reste quand même des trucs sur lesquels je me suis construit au final. Hem, mais juste aller vers quelque chose de plus, qui apporte des clés effectivement Mmh. sur ce que c'est Mmh. que l'amour et puis, voilà, j'ai aussi envie d'amener mes auditeurs et puis de manière plus générale les gens que j'accompagne, en coaching à revenir à eux-mêmes, à leurs essentiels et puis, et puis qu'est-ce qu'ils ont envie d'insuffler en fait dans leur vie amoureuse, concrètement. Mmh. Ouais. Après, j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure aussi sur le fait de bon, le patriarcat est derrière et on construit, heu, enfin, on a une nouvelle entité couple à construire quelque part. Hem et peut-être que enfin, je sais pas ce que ça donnera dans quelques années, mais peut-être qu'effectivement, là, c'est justement, le moment, hem, où chacun peut réfléchir à construire le couple qu'il a envie, en fait. Et donc ramener les gens à eux et ce qui est vraiment important pour eux, qui ils Mmh. sont et cetera et ce qu'ils veulent en faire dans leur vie amoureuse. Voilà, je trouve que c'est important. Oui. Ouais, ouais, c'est important. Moi, j'ai lancé un projet, tout à fait différent du tien après la partie de formation qu'on a vécue ensemble. J'ai lancé un projet qui s'appelle «À mes amours» et qui essaye de proposer des a c'était un atelier au départ, qui était un atelier, destiné aux célibataires plutôt, pour se questionner au fond sur cette question amoureuse et décider d'avoir envie de retourner en couple ou pas. Moi, ce que j'entends beaucoup, c'est des gens qui disent: «J'ai mis le couvercle et j'en ai trop souffert, ça a été trop difficile et cetera, donc j'ai mis le couvercle et je ne sais pas encore si j'ai envie de rouvrir le couvercle, Mmh. de voir ce qui se passe dans la casserole et voir à quel moment l'eau va bouillir suffisamment pour tout faire exploser ou au Mmh. contraire, est-ce que j'arrive à contrôler tout ça?» Et puis, cet atelier, c'est devenu un laboratoire. J'ai décidé d'appeler ça laboratoire d'accompagnement et si j'ai choisi cette appellation, c'est parce que c'est le groupe que je suis en train d'accompagner qui me le montre. C'est tellement plein de questions, c'est tellement plein de plus de questions que de réponses Mmh. et tellement plein d'idéologies, hein, comme je l'ai déjà dit, avec, l'importance, il me semble, de dire: «Bah, voilà, il y a un espace dans lequel on peut venir poser tout ça, puis se dire: "OK, moi, par rapport à toutes ces possibles, toutes ces possibilités, toutes ces choses qui existent, comment j'ai envie de construire mon futur couple? Et est-ce Mmh. que j'ai envie d'un futur couple ou au contraire, est-ce que j'ai plus envie de ça et je décide de garder le couvercle, mais peut-être, dans une situation un peu plus assainie que Mmh. simplement poser un couvercle sur la casserole qui peut bouillir n'importe quand». Oui, puis comme, du coup, j'entends comme, enfin, tu me diras si c'est ça, mais comme un vrai choix finalement. C'est si je veux laisser le couvercle, Oui, c'est un vrai choix, mais c'est un choix, pardon, aussi serein, pas un truc réactionnaire, oui, voilà. ouais. Parce que ce que j'entends beaucoup et là peut-être que toi tu as de l'expérience aussi à partager, c'est, le ras-le-bol des sites de rencontres et Mmh. des espaces dans lesquels on peut aller rencontrer des gens de manière virtuelle. Ce ras-le-bol-là, avec énormément de rencontres qui n'ont pas abouti, qui n'ont pas été, satisfaisantes, qui ont même été dramatiques ou très humiliantes. Quelque chose qui est très fort du côté de l'humiliation des femmes à ce sujet-là, par Mmh. rapport aux hommes qui finalement, comme à peu près partout dans la société, restent quand même les rois du monde. Donc beaucoup de ras-le-bol par rapport à ça, puis finalement cette inquiétude ou cette question de dire: «Mais au fond, on fait comment pour rencontrer des gens? Comment on fait pour rencontrer quelqu'un dont on pourrait tomber amoureux?» Mmh. Toi, tu sais répondre à cette question-là? Comment on fait pour rencontrer Ouais. quelqu'un?
Alors je parle assez souvent des sites de rencontres aux gens que j'accompagne. Oui, Euh, en plus, c'est un terrain que je connais assez bien à titre personnel, que j'ai beaucoup exploré parce que j'ai dû commencer à explorer ça, je devais avoir 20 ans, donc ça remonte il y a un moment. Alors, la différence, c'est qu'aujourd'hui, je peux en parler aussi avec, je pense, des outils, des choses vraiment sur lesquelles s'appuyer, etc. Mais mon point de vue là-dessus, c'est que oui, on peut rencontrer des gens sur les sites de rencontres. L'avantage du site de rencontre, c'est que, alors, c'est pas hyper glamour, mais c'est que c'est un vivier de personnes oui. qui, eux aussi, cherchent à rencontrer quelqu'un. Qu'à partir du moment où quelqu'un est sur un site de rencontre, c'est qu'il a envie de rencontrer quelqu'un, même s'il se voile la face. Mais bon, ça, c'est mon point de vue. Mais après, il y a de tout sur un site de rencontre, comme il y a de tout dans la vie, en fait. Pour moi, c'est la vie, en fait. C'est la vie. C'est comme un concentré de la vie sur les sites. Et toi, dans ta clientèle, il y a des personnes qui veulent plus aller sur des sites, qui en ont ras-le-bol, qui ont plus du tout envie de fréquenter ces espaces-là? Alors, qui veulent plus. Alors, souvent, c'est plutôt des gens qui veulent pas, donc qui sont pas Ouais. forcément déjà allés et qui veulent pas. Et ça me fait penser à une personne, une femme que j'ai coachée d'ailleurs, euh, qui a vraiment, elle y allait à reculons, elle voulait pas du tout, etc. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'après tout le travail qu'on avait fait ensemble préalable sur son histoire amoureuse, sur démonter les croyances, sur etc. Mhm. Elle m'a dit il y a 2 jours là, elle m'a dit en fait, je me suis rendu compte que j'avais écrit mon annonce pour le site de rencontre, ça avait été d'une facilité absolue et qu'en fait quand j'y suis allée, je me suis amusée. Donc je pense qu'il faut tester en tout cas. Je veux Oui, dire et ce que tu dis est important. Il y a aussi tout un travail en amont. exactement, oui, oui, Mhm. il y a tout un Ouais. travail en amont. Euh, Et tout ce travail en amont qui est finalement le cœur de ce métier et qui est tellement important, hein, travailler sur l'histoire de vie, travailler sur la trajectoire vécue, sur les schémas, sur les répétitions, sur différents éléments qu'on peut prendre en compte autour des degrés d'intimité, autour de la forme des couples qu'on souhaite, etc. mhm, Des critères qui font couple ou qui sont importants dans un couple ou qui ne le sont pas. Enfin, plein d'éléments très concrets, en fait, hein, sur lesquels on travaille. mhm. Oui, oui, oui. Puis enfin, je pense que c'est essentiel, enfin, surtout Mhm. que quand on a des gens qui viennent en coaching. Il y en a certains qui ont déjà fait d'ailleurs du travail thérapeutique sur eux. Donc là, ils viennent en coaching, pardon, ils ont envie de passer à l'action. Euh, Mhm. donc voilà, je pense qu'il y a vraiment, mais en tout cas, oui, il y a vraiment ce besoin, je trouve, je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais souvent dans Ouais. les accompagnements, euh, voilà, effectivement, de regarder son cheminement amoureux, ce qui s'y est passé, ce qui se répète, et puis ce qu'on a envie et ce qu'on n'a plus envie, en fait, concrètement. En tout cas, c'est passionnant de faire ce chemin-là Mm. et d'aller observer son histoire de vie à travers ses relations, parce qu'on prend conscience d'énormément de choses extrêmement intéressantes et extrêmement utiles pour Ouais. la suite de notre vie amoureuse. Oui, puis alors j'ai même envie de dire pour la suite tout court, parce que, parce que je pense qu'on apprend beaucoup sur soi et que ça a des répercussions autres que dans notre vie amoureuse, en vrai. Donc, en fait, on est en train de dire que l'accompagnement amoureux, c'est un accompagnement comme un autre. Ben ouais. Pas comme un autre, je sais pas, mais Comme un autre sujet, comme si c'était, que ce soit l'amour ou que ce soit d'autres problématiques qu'on peut rencontrer dans sa vie, au fond, un accompagnement de qualité, c'est un accompagnement qui va nous permettre de faire la lumière en soi pour voir au fond vers quoi on a envie d'aller sans qu'il y ait aucune injonction d'être absolument en couple ou de ne pas l'être, comme d'être absolument dans tel emploi ou de ne pas aller là, comme de voyager ou de rester chez soi, enfin plein d'autres questions qui peuvent se poser dans un cabinet d'accompagnement. ouais, exactement. Mhm. Exactement. Ouais. Et sur mes accompagnements thérapeutiques, je vois bien aussi, je veux dire, des fois, j'ai des gens qui viennent travailler, je sais pas, sur
la peur de parler en public, par exemple, enfin des choses qui n'ont rien à voir avec l'amour en soi. Et puis, ben, tous les aspects qu'on va aborder, sur lesquels on va travailler, ça va faire que, bah, je sais pas, ils vont rencontrer quelqu'un amoureusement. Et en fait, tout est lié. Je pense qu'à un endroit, tout est lié. Absolument. C'est une porte d'entrée. Voilà, c'est une porte d'entrée. Et ça va être la porte de sortie pour notre entretien, si tu n'as pas envie d'ajouter quelque chose. Peut-être Non, que oui. écoute, mis à part que j'ai pris énormément de plaisir à cet échange avec toi. Je suis ravie que tu m'aies invitée sur ton podcast. Et j'ai rien d'autre à ajouter, si ce n'est aimez-vous, aimons-nous. Aimez-vous, aimons-nous. Voilà un très très beau mot de la fin. Merci beaucoup Amandine. Moi aussi j'ai eu du plaisir à parler avec toi et d'échanger sur cette grande question de l'amour sur laquelle on pourrait débattre encore longuement. Et il y a énormément de choses à en dire bien entendu. Mais en tout cas merci beaucoup pour cet échange et merci beaucoup pour ta sincérité. Merci. Merci à toi, merci énormément. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous retrouverez dans les notes d'épisode toutes les coordonnées d'Amandine si vous souhaitez suivre son podcast. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle étape de J'envoie.